Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo interview JDR sur ma chaîne, vous êtes sur le Dots, et j'ai le plaisir de recevoir Tony Chanclot, l'auteur de Magna, Magna qui est, alors je vais pas dire un ouvrage, on va en parler, mais une série qui est proposée aux éditions des 12 singes. Il y a un univers qui m'a vachement séduit, c'est pour ça que j'ai fait la démarche de pouvoir rencontrer Tony et pouvoir discuter un petit peu de ce projet avec lui. Donc projet en financement participatif sur Game on Tabletop actuellement, et ce jusqu'au, si je me trompe pas, 12 décembre, Ça. c'est ça, hein. Et qu'est-ce que je voulais rajouter à ça? Eh bien, on est sur quoi? On est sur... bon, on va en parler hein, de nombre d'ouvrages. Ah oui, et sa sortie est à estimer vers un petit peu avant l'été 2024, je crois. C'est ça, oui, c'est ça. Donc, Probablement début juin, mais après voilà, les délais sont difficiles à cibler précisément, mais c'est ça, avant l'été. donc on est sur un éditeur que j'apprécie et dont je connais la qualité du travail et dont, voilà, hein, on peut y aller avec toutes les confiances sur des délais relativement courts. Donc, moi, je vous invite déjà à écouter ce que Tony va nous dire sur Magna et puis faire votre propre avis. Mais si ça n'est qu'à moi, vous savez ce que j'en pense. Alors, Tony, déjà, merci d'être là. On va parler de ton livre, ton premier jeu de rôle, il me semble. Et avant ça, présente-toi un petit peu, dis ce que tu fais, d'où tu viens, de quel univers, tout ça. Je suis breton, je vis à Rennes, je suis auteur de jeux de société et maintenant de jeux de rôle, puisque ça y est, le produit fini arrive. Qu'est-ce que je pourrais raconter? Pas grand-chose, parce que finalement, je fais mon trou petit à petit, tranquillement, et je commence par un jeu édité chez les Douze Singes. Je trouve ça chouette. Je trouve ça plutôt pas mal pour un début de se trouver un éditeur comme les 12 singes. On va aussi parler, parce que tu bien sûr pas ça, alors je vais changer d'encart pour avoir une meilleure visibilité sur les gens qui t'accompagnent, puisque c'est l'éditeur. Euh, j'ai fait une bourdasse technique, hein. T'as beaucoup trop d'images en même temps. Voilà. On voit ta jolie photo, donc l'auteur de Magna, bien sûr. T'as fait, alors moi j'ai été étonné, t'as fait de la BD, du manga aussi, du roman. À titre, absolument amateur, hein, en fait, du scénario de tout ça, ouais. J'ai tenu un blog pendant, quasiment 10 ans, un blog dessiné, parce que je me suis mis un petit à gribouiller des choses. J'avais besoin de faire du scénario, j'avais besoin de raconter des choses, alors je faisais du jeu de rôle à côté, hein, mais j'avais besoin de rajouter. J'ai fait des fanfictions, pas à l'appel, mais des gros volumes. Je pense que la fanfiction que j'ai faite c'était en 2001-2002, c'est vieux, hein, et je me demande si elle fait pas, un bon tiers de ce qu'on a produit avec les Douze Singes, pour dire que c'était mastoc. J'avais déjà envie de raconter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc t'as déjà de base un esprit créatif, Oui. de toute façon. Oui, 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 oui. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a amené au JDR? T'es joueur, t'es rôliste à la base, j'imagine, parce qu'on se lance pas dans un projet aussi monstrueux du jour au lendemain. Je pense, comme beaucoup, à l'adolescence, tu découvres ça avec des amis. Donc moi, j'ai 45 ans, ce qui fait que mon adolescence, c'était il y a longtemps, à l'époque où il y avait pas beaucoup de rôlistes. Donc quand il y en avait un qui embarquait ses amis, on faisait une partie, on découvrait. Et puis, malheureusement, ça s'est vite arrêté. Il a fallu attendre la fac, où ça, un peu dans le même milieu, un peu où on se partageait les informations, où on s'invitait comme ça: «Tu connais le jeu de rôle?» Alors on y allait à demi-mot, parce qu'on ne savait pas comment ça allait être pris en face. C'était à la fac, après la fac presque d'ailleurs, qu'on a remis ça. Et puis, voilà, je suis parti sur une impro parce qu'on m'a lancé dessus, parce que j'avais beaucoup d'imagination, donc on m'a dit: «Bah, essaye!» Puis allez, go. Et puis, ça m'a mis le pied à l'étrier, j'avoue, ouais. C'est vrai qu'on est parti d'une période un peu honteuse du jeu de rôle à limite aujourd'hui c'est un effet de mode d'enfer quoi. C'est J'ai vu l'évolution, et moi j'en suis très content, parce que même si, le côté effet de mode, c'est un peu négatif, et mine de rien, rien que le fait qu'il se démocratise, qu'il vienne toucher du doigt, les mondes des influenceurs, et cetera, je trouve ça très bien, parce que ça va
devenir une norme, que ça fait partie de la société, que c'est une activité comme les autres et c'est presque pas une activité comme les autres tellement elle est positive pour soi, pour le développement personnel, voilà, donc c'est bien. Et puis, pas que, parce que moi, je travaille comme beaucoup d'autres streamers, étonnamment, en milieu scolaire, hein. Et on a tendance aussi à utiliser le jeu de rôle maintenant, même à l'école, alors qu'à une période, c'était plutôt diabolisé. On l'utilise aussi dans le médical, on l'utilise dans plein de secteurs, dans le secteur professionnel. Donc c'est vrai que aujourd'hui, le jeu de rôle, bah, c'est tentaculaire, hein. Sans faire du Cthulhu, c'est devenu très tentaculaire dans plein de domaines. Faut quand même faire les références, mais non, non, je suis très content et toujours aussi content aussi qu'il y ait alors, ne le prends pas mal quand je veux dire ça, de jeunes auteurs, hein, qui, Ça va, je qui viennent proposer un travail de qualité avec des univers toujours de plus en plus riches. Et donc, on est là aujourd'hui. On va quand même continuer la présentation parce que je te jure, on va faire 6 heures d'interview sinon. On a Julien Detjagger, qui est donc le Dir Art, directeur artistique, qui a travaillé quand même sur aussi des beaux projets. Donc, c'est- déjà, ça commence bien cette équipe. Le directeur oui. artistique, il a fait le carnet de l'Assemblée, il a été, oui, chez ah, en presse là. Des six dents, il a fait, bah, il a travaillé Oui. sur Nephilim, INS, alors ça on va en reparler INS parce que ça je te l'ai dit en off, mais ton jeu m'en fait un peu parler. Vampire, Cthulhu, Feng Shui, voilà. Voilà. Bah, Jordan, j'imagine que c'est celui de Pinacle, là, parce que là il y a un autre Jordan qui sort qui est euh, aux émeuilles. C'est des choses, Berlin, même graphiquement, il a tout un sens aussi ce jeu, donc non, non, c'est... Mais Julien a apporté ça, plutôt que de rester dans du classicisme, il est vraiment allé chercher plein de petites choses. Quand on a échangé un petit peu, il m'a dit: «OK, je vais mettre un peu de poil pour le côté velu des fèneries, un peu de trucs un peu organiques peut-être, par rapport à la science, pourquoi pas, des formules, des formes géométriques, des hexagones, des choses comme ça» et il a construit ça et puis ensuite il a donné libre cours à son imagination et ça a donné, une structure graphique, et donc une maquette que moi j'apprécie énormément. Donc ouais, c'est cool. Ah, ton illustrateur, on va voir quelques images, mais t'as un Jean-Baptiste, il Ouais, fait l'entièreté des illustrations tout seul. oui, tout à fait. Ouais, ouais, quelqu'un qui vient là actuellement, il est beaucoup plus dans la photo, dans le montage, et donc il adorerait la vidéo, c'est ce qu'il disait, mais il a cette, façon de percevoir les personnages et de les créer, comme il racontait, comme un peu comme un casting où il va vraiment chercher, les parties du visage, les formes de cheveux, les postures qui pourraient correspondre à moi, ce que je lui avais décrit et il a fait mouche quasiment à chaque fois. Je dis quasiment parce qu'il y a un personnage qu'on n'a pas encore montré, qui a été montré nulle part, qui est le grand méchant. Enfin, je peux pas dire méchant parce qu'on en parlera, mais j'ai pas de méchant en fait, j'ai des opposants et c'est l'un des plus coriaces, l'un de ceux qui me tiennent à cœur. Il s'appelle Robert Watts et j'avais vraiment quelque chose de tellement précis en tête que je lui ai même montré carrément des acteurs, je lui ai montré des voilà pour lui dire, Oui, je veux pas donner qu'il les ressemble à inspi, lui, quoi. mais voilà, je voulais vraiment quelque chose qui en impose et il en impose et je suis très content de tout ce qu'il a fait. Là, j'ai mis un petit slide où on voit d'ailleurs l'espèce d'énorme panthère avec, alors, je sais pas, de dos, je dirais un loup-garou, je crois, c'est l'écran, c'est l'image de l'écran, ça. Ce sera effectivement une image Et, de l'écran et ce que tu vois à gauche, c'est Tori, le chef des Fenris et à droite, c'est un Fenris rebelle, comme tu peux voir, qui sont, redressés sur 2 pattes, pas tous, hein, certains mhm. seulement Et, et qui va mener les rebelles contre Tori donc c'était la confrontation qu'on voulait, mettre en image. ça, c'est des images que vous voyez qui m'ont beaucoup séduite, hein. C'est vrai qu'au niveau des personnages, j'ai toujours un peu de mal sur les persos. Là, ça fait très texturé, noir et blanc, photo un peu limite sépia Ouais, d'époque. Alors, je dis d'époque, mais en vrai, on est sur un univers contemporain. oui. Alors, contemporain, on Et peut le jouer quand même, genre début du 19e, ou c'est vraiment 2000, 2020
La campagne telle que je la propose, elle va de 2008 à 2011. Elle couvre en gros 3 années, 3-4 années mais l'univers lui, il a des impacts ici ou là. Quand on lit les différents mondes dans les différents livres avec, toutes les explications des secrets au fur et à mesure, on se rend compte qu'on peut très bien faire jouer à d'autres siècles, on peut très bien faire jouer, pourquoi pas dans un avenir, on peut très bien faire jouer, non, non, bien sûr, non, le socle, moi, que je propose, c'est très restreint, mais c'est parce que c'est là que se concentre le contenu de mon aventure. Mais, Magna, c'est, l'écriture que j'en ai fait du monde, de la relecture en tout cas de notre monde, permet de plein de fantaisie, à plein de moments différents. Et en parlant de relecture, bah, je vais parler de Jeté Deck, qui est The Relecteur, qui est limite iconique chez 12 singes, et qui effectivement est celui qui sait manger en gros tes 5 bouquins. Ouais. Et alors, c'est quoi exactement son travail, hein? Comme ça, parce que pour les gens Benjamin? qui se demanderaient, parce que illustrateur, on voit ce qu'ils font, les relecteurs, c'est vrai que ça reste toujours, bon, on se dit toujours, c'est le gars qui corrige les fautes, hein. Mais pas Alors, que. bah, non, pas que, parce qu'en fait, le relecture, je pense que chez les Douze Singes, d'ailleurs, ils ont d'autres équipes qui vont se contenter de faire ça, c'est-à-dire de tout passer en revue et de vérifier, l'orthographe, la grammaire, éventuellement, les choses qu'on aurait oubliées. Non, en tant que relecteur, Ben, il a un œil de meneur, il a un œil aussi, il est très critique sur la logique, la cohérence. Il va me dire: «Mais attends, lui il est là, mais quand il lui dit ça, si jamais il s'est pas passé ça, il peut pas lui dire ça, en fait». Donc il va vraiment, il a une vision assez détaillée de meneur, en fait, comme s'il avait pris en charge la préparation de la campagne et qu'il s'est dit: «Ah non, 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 mais moi ça je peux pas le jouer comme ça parce qu'il y a un souci là». Donc il me faisait des retours de cet ordre-là. En plus, il a une formation parce que c'est son métier en biologie, donc il a beaucoup insisté sur pas mal de choses parce que Magna, mine de rien, j'en ai fait, je voulais un jeu qui était ancré dans le réel, avec des limitations, scientifiques un peu plus poussées, puisqu'il y a quand même du surnaturel, mais je voulais que ça voilà, ça se tienne et il a apporté une grande part là-dedans. Il est aussi, il est grand fan d'histoire, donc il est venu me corriger sur plein de petites choses par rapport à l'histoire parce que, les sites moi j'aime bien me nourrir des sites, complotistes, notamment, par rapport Nous à tout sachons. ce qui est raconté, voilà. J'adore aller voir et c'est pas forcément les mieux placés pour avoir les bonnes références, les bonnes époques, et une vraie vérité terrain donc Wikipédia suffisait pas, j'ai ouvert 2-3 encyclopédies, j'ai été chercher où est-ce que je pouvais trouver. Mais finalement, il y a toujours des choses que lui, il connaissait. Il avait des sources à me citer, pour justifier, 2-3 modifications qu'on a apportées. C'était pas grand-chose, mais à chaque fois, ça apporte juste la touche qui fait que si le meneur va chercher une information quelque part, c'est celle-ci qu'il trouvera, par rapport à donc s'il va la chercher, pardon, sur internet, c'est celle-ci qu'il trouvera et il verra à quel point on a pensé, le jeu dans ses moindres détails, quoi. Et puis, le dernier travail de Ben, qu'on lui a demandé, parce que j'avais un souci moi sur les pouvoirs. Moi à la base, si ça avait été moi, j'aurais laissé libre cours, les pouvoirs, chacun fait ce qu'il veut. Mais évidemment, c'était pas c'était pas jouable en termes d'édition. Il fallait accompagner un meneur pour pas qu'il se laisse dépasser par des potentiels pouvoirs trop puissants. Donc, je les ai découpés, puis, séparés, puis j'ai essayé de faire une arborescence, puis j'ai et j'étais jamais satisfait vraiment. Puis je suis arrivé à une situation finale qui me plaisait et c'est chez les 12 singes que c'était ça tiquait. Alors ils m'ont proposé que Ben remette le nez dedans et il a compris tout de suite ce que je voulais faire à l'origine. Il a vu où est-ce qu'on en était, il a tout cassé et il s'est dit: «Et si on faisait ça? Une progression où chaque niveau de pouvoir qui est, récupéré par un joueur, va lui simplement progresser, une valeur chiffrée. Ce qui fait que si c'était jusqu'à 6 mètres, maintenant c'est jusqu'à 9 mètres. Si c'était une personne, c'est 2, puis 3, puis 4. Mais à côté, à chaque niveau, il va pouvoir avoir une option et cette option, elle sera dans une arborescence où il pourra choisir un premier niveau de cette option et puis une autre, puis peut-être encore revenir sur un deuxième niveau et donc se faire son propre arbre de développement, hem et avoir donc une ligne de pouvoir qui est quasiment, unique d'un joueur à l'autre parce qu'il aura fait ces choix-là, parce qu'il veut l'orienter ainsi plutôt que vers ça. Je pense notamment par exemple à quelqu'un qui veut être super rapide. Il a, séparé la rapidité de l'efficacité en mouvement, ce qui fait qu'il faut avoir un peu des 2, mais on peut être juste hyper rapide en ligne droite
en espérant ne pas avoir un arbre quelque part en face de soi. Mais donc il a pensé à tout ça, il a restructuré les pouvoirs et finalement Magna lui doit clairement, une, ligne de développement de pouvoir complètement. C'est à lui que je dois ça. Écoute, comme quoi, correcteur, c'est plus que on pourrait croire. Et je Ouais, pense qu'on va reparler un petit peu des pouvoirs parce que c'est pas de la magie en soi, c'est un peu. Enfin, je dirais pas qu'il y a une difficulté, mais de toute façon, tout ce qui est magie dans les jeux de rôle, il y a toujours un cadre un peu spécifique. tout à fait. Et puis bien sûr, là, parce que maintenant qu'on a fait le panel de toutes les personnes qui contribuaient, qu'on a beaucoup dit le mot 12 singes, je vais demander 1 dollar à chaque fois que je dis 12 singes. On va peut-être en citer quand même 2, ouais. Pourquoi les 12 singes? Pourquoi tu as choisi cet éditeur? Enfin, Alors, j'ai la très, très grande chance de pas l'avoir choisi, et qu'il ne m'ait pas choisi non plus. On s'est croisés au hasard d'une production sur YouTube. J'ai mis un post, j'ai fait du name dropping, heu, bête et méchant en me disant même pas que ça allait sonner une alarme chez eux et qu'ils le verraient, juste en disant: «Bah, les gens à qui je partage mon message, ils connaissent pas les 12 singes, donc cliquez sur ce truc, allez voir ce qu'ils font, vous allez voir que pourquoi j'aime bien ce qu'ils font et le côté très propre de tout ce qu'ils produisent». Et en fait, c'est eux qui ont répondu. Donc c'était vraiment pas voulu et voilà, la connexion s'est faite. Alors j'ai appris quand même que, j'ai appris plus tard, hein, que quelques années auparavant, l'un des 12 singes, Jérôme, avait déjà joué à une de mes tables en convention, qu'il avait déjà été séduit par le jeu, qu'il en avait déjà parlé, mais pour le coup, c'est pas à eux de venir chercher l'auteur, quand ils sentent que l'auteur est encore en travail. Heu, Là, quand j'ai fait cette connexion, bah, il se trouve qu'ils étaient partants. J'étais déjà en train de commencer à rédiger le tout. On s'est dit: «Bah, pourquoi pas? On va voir un petit peu ce que tu as» et puis en fait, bah, quelque temps après, on a signé le jeu, puis on est parti sur un travail sérieux là-dessus, ouais. j'ai noté minutieusement comment choper un éditeur, donc faire un tweet. Ok. Ça peut marcher, hein, ça peut marcher. Mais après, bon, Jérôme, tout ça, toute l'équipe, ils sont quand même hyper ouverts. Tu peux discuter, t'es sur les réseaux, tu mets un mot, en général, t'as un retour, quoi. Il y a pas Tout à de, fait. ils sont à la cool. Je veux Non, dire. mais carrément, ils sont super agréables, pour les premiers contacts, quelles que soient les personnes que j'ai eues, ça a toujours été très agréable et puis en tant qu'auteur, être au centre, de pas sentir que son bébé, il est emporté loin de toi, qu'il est retravaillé, et qu'on te dit: «Bah, on va plutôt faire ça, en fait». Pas du tout. J'ai toujours été, mis au centre des choix, des décisions et quand il y avait un truc qui était un peu moins valide, on me le disait simplement en me disant: «Est-ce que tu as une idée pour, retoucher cette chose-là?» Donc vraiment j'ai été au centre de tout, tout le temps et rien que ça flatte l'ego. C'est tout bête mais, et à la fois ça met en confiance sur le travail qu'on fait ensemble, quoi. Voilà, c'est toujours agréable. En tous les cas, bah, je pense que tu as trouvé chaussure à ton pied avec les 12. Tout à fait. Alors, on va quand même parler du jeu parce qu'on est là. De quoi parle Magna? Magna, c'est, une relecture de notre monde en essayant d'aller puiser dans tous les mythes et les légendes pour donner corps, en fait à ces légendes en créant des morceaux d'histoire, des événements, des choses, qui vont expliquer pourquoi dans notre monde il y a ces légendes. En gros, comme si notre monde, c'était une version où il ne s'est pas passé les choses qui ont tout révélé. Comme si et Magna, c'est donc la version de notre monde où en 2000, quelqu'un a commencé à révéler des choses et ça a fait boule de neige et ça va emporter les gens et cetera. Mais on pourrait presque se dire que, si c'était pas arrivé, on vivrait dans notre monde, à nous. C'est le fameux bug de l'an 2000 qui a tout détraqué? Ou qui au contraire n'a pas tout détraqué. Donc en gros, les joueurs vont quand même camper des personnages qui viennent, de la vie de tous les jours. Alors quand je dis de la vie de tous les jours, ils peuvent vraiment s'inventer n'importe quelle vie, hein. Donc, je S'ils peux veulent être jouer agent moi, quoi. secret. Bien, si tu veux, moi je le conseille jamais parce qu'on est toujours très limité quand on joue soi-même. Mais si tu veux jouer un agent secret, anglais, si tu veux jouer, une femme de ménage, si tu veux jouer un homme, qui va réparer des voitures qui est vraiment, il vient d'être embauché dans un garage en plein milieu d'une petite ville au fin fond de l'Italie, pourquoi pas? Enfin, si tu veux jouer une grande femme d'affaires qui dirige une société, une grande entreprise, pourquoi pas? Enfin, des gens du quotidien qui ont leur vie et qui vont être extraits de leur vie parce que,
ils se découvrent un pouvoir et ce pouvoir leur donne la capacité d'agir sur, la physique autour d'eux et donc de, de créer des choses un peu surnaturelles, un peu extraordinaires. Et ce faisant, ils vont aussi ressentir que ce pouvoir, il est chez eux, il est chez d'autres et il est aussi chez certaines créatures qui aimeraient rester cachées, mais qui aiment pas qu'on les ressente, qu'on les découvre, qu'on les voit, qui n'aiment pas les humains. Ça s'appelle les Fenris, ce sont des loups, génétiquement modifiés qui ont réussi finalement à s'évader et qui sont dans la nature, Donc rien à voir qui avec des loups-garous. et donc rien à voir avec des loups-garous. Et ces loups en fait, ils sont menés par un grand chef qui alors ces loups ont des pouvoirs eux aussi, hein, évidemment et comme ils sont puissants physiquement, ils ont aussi un pouvoir chacun et leur grand chef Tori qui est une immense créature qui fait quasiment 10 mètres, au début de l'aventure et qui va continuer à grandir petit à petit, il a tous les pouvoirs. Il a absolument tous les pouvoirs, ce qui en fait presque l'équivalent d'un dieu, mais un dieu qui a des contraintes de vie puisqu'il est le chef d'une meute de plusieurs centaines d'individus qui potentiellement pourraient mettre la terre à feu à sang et c'est pas son intention. Donc il va jouer, on va dire de politique au sein de cette meute pour, faire en sorte que tout se passe bien, que qu'ils essaient de se trouver une place dans un monde où, ils ont pas leur place en fait. Et les joueurs vont découvrir, ces Fenris, ils vont découvrir d'autres groupes qui existent ou qui survivent, on va dire, mais ces groupes qui vont s'opposer à eux ou auxquels ils vont s'opposer. Donc en gros l'histoire c'est on est un kidam, on devient un kidam plus plus, et du coup on embête tout le monde, et donc tout le monde nous embête, et comment on se sort de ça? Et ça oppose vraiment deux clans, en fait. Ça en oppose plus que ça parce que Magna aimerait bien capturer les Fenris, Magna, étudie leurs pouvoirs pour pouvoir les utiliser, voire les capturer. Ensuite, chez les Fenris, il y a, des rebelles qui ne supportent pas la façon dont, Tori, le chef, gère la meute et qui vont s'écarter de la meute et qui vont, braver le seul, grand interdit imposé par Tori, à savoir, se nourrir de l'homme. Et ils vont découvrir qu'en se nourrissant de sang humain, notamment et de chair humaine, ils décuplent leur pouvoir. Donc évidemment, pour eux, c'est une bénédiction. Et au milieu de tout ça, on va trouver d'autres groupes, qui sont, par exemple, des descendants de l'Ordre du Temple, qui, heu, qui subissent en fait la peur qu'une prophétie, qui a annoncé leur déclin et leur disparition, qu'elle se vérifie et qui vont profiter des premiers événements des premières saisons pour essayer de survivre à tout ça. Alors on va découvrir des chasseurs de trésors aussi sur la fin, on va dire, parce que c'était plutôt dans les années 70, qui ont tout fait pour récupérer plein de trésors un peu à la alors pas comme, Lara Croft, mais comme des gens qui embauchent, Lara Croft. Donc ils restent chez eux quand même, mais ils payent tous ceux qui le peuvent payer. Et puis ils ont une dernière énigme à vouloir résoudre et ça c'est tout l'enjeu de la saison numéro 2. Est-ce qu'ils vont réussir à résoudre cette dernière énigme, à savoir, quelle est la vérité qui se cache derrière, l'existence du diable et des portes du paradis? Donc voilà, on va toucher un petit peu à des choses qui peuvent être un peu bibliques et puis il y a les saints. Par-dessus tout ça, dans le monde, les saints, ce sont des hommes qui visiblement ne veulent pas qu'on parle d'eux. On ne voulait pas qu'on parle d'eux, qui ont agi dans l'ombre pendant 10 ans pour améliorer les choses dans le monde, qui ont, amélioré, la médecine, en tout cas comme ils pouvaient, qui ont amélioré les tensions qui pouvaient exister, même si elles étaient millénaires entre des peuples voisins, qui ont amélioré, qui ont fait, en sorte que le patrimoine soit maintenu, soit sauvegardé et qui, arrivés dans les années 2000, ont l'impression que leur œuvre, stagne et qu'il faudrait un coup de pouce et ce coup de pouce, c'est un individu qui s'appelle David qui va leur proposer, qui va leur dire: «Bah, écoutez, moi je veux bien parler de vous au monde, dire que vous existez. Ça devrait suffire à relancer ce que vous êtes en train de faire» et effectivement, en février 2000, David intervient d'abord à petite échelle, puis à plus grande échelle pour dire: «Les saints existent». Et Ce les ne ça sont au sens pas, biblique? et bah, justement, ils ne sont pas rattachés à une religion. Pour autant, ce sont des hommes saints ou des saints hommes et ils font le bien et ils demandent rien en retour. C'est pour ça que David les appelle les saints. Ils font rien, ils demandent absolument rien en retour. Juste une chose qui était nécessaire, que le monde sache qu'ils existent. Et c'est tout ce que David dira. Et évidemment, les gens ensuite, libres à eux de croire en cette existence, mais il va apporter des preuves quand même. Et puis la petite chose un peu extraordinaire sur David, c'est qu'il va commencer à donner des conférences quand on va s'intéresser à son message, et que les gens vont se rendre compte dans ces conférences que David leur parle
dans leur langue natale, en même temps. Donc ce petit mystère que David n'expliquera jamais va rajouter une couche de mythe à tout ce qu'il raconte sur les saints et va donner une certaine consistance quand même à son message et donc à leur existence, une vraie réalité à leur existence. Donc des gens vont y croire, des gens vont les craindre, des gens vont s'en foutre. Il y a un peu de tout dans la population, mais les gens vivent avec ça. Les saints existent et font le bien. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Et quand tu me parles de ça, hein, ça me faisait penser à autre chose, mais est-ce qu'il y a des jeux qui t'ont inspiré pour créer Magna, son univers ou... Euh, En fait, en travaillant sur d'autres médias, que le jeu de rôle auparavant, je me suis toujours défendu, heu, d'aller puiser des choses quelque part et si c'est arrivé, c'est aussi, c'est mon habitude de créer du jeu de société où tu essayes de trouver l'originalité et de surtout pas aller repiocher des choses qui sont connues parce que tu vas forcément souffrir de la comparaison à un moment ou à un autre. Donc dans tout ce que j'ai écrit et notamment dans Magna, j'ai toujours vraiment essayé d'aller chercher dans autre chose que les œuvres que j'avais pu lire, voir. Il n'y a pas une scène qui ressemble normalement à quelque chose que j'ai déjà vu et si c'est le cas, c'est le biais du hasard, on va dire, dans le scénario. Tout ce que j'ai essayé de concevoir est une création. Alors, bon, il n'y a jamais 100 de création évidemment, mais normalement, je me suis éloigné de tous les poncifs et j'avoue que, de retour de joueurs, souvent en se disant: «Ah, vu ce qui est mis en place, on s'attend à ça» et c'est autre chose qu'il y a derrière à chaque fois ou quasiment. Pour justement contourner et aller surprendre à chaque moment pour ne pas être trop dans le: «Ah bah oui, on s'y attendait, c'est cool, mais on s'y attendait un peu». Donc voilà. Donc il y a quand même quelques secrets, quelques surprises, hein. Oh, il y en a plein, il y en a vraiment plein. Rien que les saints. Il faudra attendre, la saison 6 et pour le meneur qui possédera les différents livres, Ah il oui. faudra aller lire, la saison 6 pour découvrir la le vrai mystère derrière la fausse vérité, derrière les souvenirs oubliés, derrière la personnalité des saints. Mais ça avait beaucoup de derrière quand même. Ah, ils doivent tourner sur eux-mêmes. Non, mais l'idée, c'était vraiment que, des fois, certains PNJ, eux-mêmes, n'aient pas la connaissance entière de ce qui les concerne et que les joueurs puissent aller chercher des vérités quelque part et avoir à apprendre des choses aux PNJ. En fait, comme les, gens je lisais plusieurs fois des gens qui m'en parlaient, qui me posaient des questions, en me disant: «Mais les joueurs, s'ils sont moins puissants que tout le monde dans le jeu, ils sont moins puissants que les Fenris, ils ont moins de pouvoir potentiel que les saints tels qu'on raconte et comment on s'en sort quand on est inférieur à tout le monde?» Et en fait, dans un jeu à mystère, pour moi, la grande Toulouse. force, c'est la vérité. Connaître des choses. Plus on avance dans l'histoire, plus on connaît des choses et plus on connaît des choses, plus on dépasse les PNJ en leur app on peut aller vers eux en leur apprenant des choses et leur montrer que leur vision est très limitée et qu'on peut même les faire changer grâce à toutes ces informations qu'on a à leur apporter et c'est ça que j'ai essayé de faire de donner à mes joueurs et donc à leurs personnages, la force de la connaissance. C'est bien parce que tu vois, contrairement à c'est pour ça que je disais avec Toulouse, la différence, c'est que Toulouse, c'est moins t'en sais, mieux tu te portes dans ta tête. Le seul truc qui est C'est vrai, important, c'est des baskets. c'est vrai, c'est vrai. Et là, la Alors que là, plus connaissance tu est une connais, vraie plus t'es arme, fort. hein. Bah oui. Ah, c'est bon. Bon, tu parles un petit peu de la mécanique, des choses comme ça. Euh, le système, comment fonctionne ce jeu? Parce que là, je suis en train de me dire, bon, alors si tu as la vérité sur plein de trucs au tome 6, est-ce qu'il faut déjà, en tant qu'MJ, peut-être manger saison pour pouvoir être crédible et pas peut-être faire des fausses orientations au fur et à mesure? Heu, ce qui a été pensé pour ça, c'est que le monde et tous ses secrets et toutes les strates de secrets qu'il peut y avoir à découvrir et donc pour le meneur à dévoiler, ça a été rangé en fonction des saisons. Comme c'est un jeu en plusieurs saisons, que chaque saison est indépendante et qu'elle peut se jouer, alors chronologiquement quand même, mais que quand l'une est terminée, il y a forcément une sensation d'avoir terminé les choses et de pouvoir s'arrêter là. Donc ce qui fait qu'on n'est jamais pressé d'aller au bout, on n'est jamais obligé pardon d'aller au bout. Si un meneur, ne veut faire jouer que la première saison, eh bien il fera jouer que la première saison
Eh bien, dans chacun des livres et chacun des groupes, des grands arcs narratifs que j'ai proposés, il y a la partie secret du monde qui va avec rien qui dépasse. Éventuellement, des liens vers d'autres vérités si le meneur se sent d'aller chercher un petit peu plus, pour en savoir plus, pour être plus à l'aise peut-être. Mais déjà, il y a, je dirais qu'il y a que 50 des secrets du monde, du début du monde, qui vont être vraiment révélés. Le reste, c'est pour que justement le meneur soit à l'aise avec tout ce qu'il a à dire, s'il doit prendre position. Les joueurs, les personnages, les PNJ sont décrits avec leurs intentions, leurs connaissances, leur style d'interaction, des phrases types qu'ils peuvent répéter en fonction des questions. Normalement, on a fait en sorte que ce soit des petits chaussons pour un meneur et qu'il puisse vraiment se contenter de faire jouer la première saison avec le monde qui lui correspond, sans avoir connaissance des vraies vérités qui sont derrière. Et puis d'attaquer la deuxième saison en se disant: «Tiens, bon allez, je vais aller lire un petit peu les nouveautés de la deuxième saison, qu'est-ce que ça m'apporte? OK, ça m'apporte un tel, un tel, un tel et sur lui, voilà les choses qu'on va apprendre et qu'on va découvrir». Ou peut-être que lui aussi va découvrir d'ailleurs le PNJ. Et ensuite, jouer la saison. D'ailleurs le relecteur, Ben, a quand il a corrigé les saisons au fur et à mesure, il n'avait pas lu le monde qui allait avec. Ah, Donc ça, c'est aussi un gage qui dit: «C'est jouable, même sans aller lire le monde et tous les secrets qui vont avec». donc Donc et je pense que t'as des secrets nouveaux hein, par saison, j'imagine. Et c'est puis ça. t'as parfois des choses qui vont être plus développées. Par exemple, un secret qui aurait pu être réalisé, mais avec un twister dans une saison d'après qui va dire, ah bah en fait là, ça ne s'arrêtait pas que à ça. Il y avait autre chose derrière. Exactement et moi je suis très, très content des retours que me fait Ben parce que, Benjamin donc le relecteur. Parce que là, il est en train de me dire, je suis en train de terminer la saison 5 qui m'a foutu une gifle, en fait, par rapport à tout ce que je croyais connaître de ce que tu proposais et je lui dis: «Bah, attends la saison 6, tu vas tu vas tomber de ta chaise». Je le sais parce que j'ai vu tous mes joueurs passer par la saison 6 et par tout ce qu'on y découvre et qui se disent: «Mais on n'avait pas vu ça, mais c'est pas possible, comment ça a pu nous échapper?» et c'est un voilà, c'est un vrai plaisir et en séquençant les secrets de cette façon-là, ça permet aussi au meneur d'avoir tout le cadre dans lequel il va pouvoir faire jouer chacune des saisons, sans avoir peur de dire des choses qui ne se révéleraient pas vraies ensuite. Parce qu'au pire, il peut aller consulter, parce qu'à chaque fois on explique, où ça se trouve, la suite de cette vérité. Il peut aller le voir s'il a vraiment des joueurs qui creusent un peu trop et qu'il a envie de lâcher un petit peu de lest, et ben, il peut aller voir les livres suivants et se dire: «Ah oui d'accord, je pourrais peut-être utiliser cet aspect-là». Je vais leur dire par exemple que c'est une femme et qu'elle travaille à cet endroit-là. Ça couvre un peu la vérité, ça leur dit juste ce qu'ils ont besoin de savoir et voilà. Ah ouais, je trouve ça intéressant parce que bon, même si les MJ, d'une certaine manière, on prépare nos trucs, au final, en avançant, et bah, on découvre un peu en même temps que les joueurs, hein, d'une certaine manière, aussi en fonction de leurs choix à eux, hein, qu'ils ont fait à travers leurs aventures, de nouvelles choses, de nouveaux secrets, hein. Et puis c'est assez riche parce que là, en fait, tu me le présentes, j'ai plus l'impression qu'on parle d'un JDR, j'ai l'impression qu'on parle d'une série de romans ou d'intrigues, de machin, voilà, où on va avancer au fur et à mesure. Et puis bon, là t'as bien teasé en disant dans la saison 6, on tombe de sa chaise. Tu te demandes à quel moment ça va s'arrêter. Alors, est-ce que ça s'arrête, est-ce que ça s'arrête pas? Est-ce qu'un jour il y aura un tome 7? On verra déjà, on Oui, va. c'est ça. Faut pas répéter ça à Yannick, qui est chargé du projet, chez les Douze Singes parce qu'il sait en fait que moi j'ai déjà un après, parce que j'ai une table, ma table historique, hein, qui joue depuis, 15 ans, est déjà dans l'après, apocalypse parce qu'on flirte avec l'apocalypse à la fin de la campagne. Ne tease pas. Non mais on flirte, j'ai dit avec, c'est-à-dire qu'on va se séduire, on se regarde comme ça, on échange des sourires, des modalités, et puis on va savoir, voilà, est-ce qu'il y aura apocalypse ou pas apocalypse? Mais en tout cas, on est dans l'après, dans la fin, dans l'après-scénario, l'après-campagne et il y a des choses, voilà, de nouvelles choses encore. Et quand tu parles de romans, moi ça me plaît parce que l'idée est vraiment, c'est comme s'il y avait 3 romans qui avaient été séquencés en une première saison, les 3 saisons du centre et les 2 dernières qui sont aussi des choses différentes. On pourrait parler de 6 romans, pourquoi pas, mais je préfère dire qu'il y a des gros romans en plusieurs parties
parce qu'il y a vraiment un fond, un thème, des choses différentes. Même si chaque saison va apporter des petites contraintes ou des petits bonus différents en termes de jeu. Il y a une saison par exemple où les pouvoirs des personnages vont mystérieusement diminuer, comme être en crise et baisser et diminuer, et ils vont pas comprendre. Il va falloir comprendre pourquoi justement. Il y a des petites twists comme ça, autant mécaniques que dans l'univers, qui font que chaque saison se joue aussi un peu différemment parce que au moment où ça arrive, bah, fini la croissance de pouvoir, on est en train de les perdre. Comment on gère face à toutes ces créatures on vient d'atteindre, on va dire l'égalité avec les Fenris, et on devient de plus en plus faible. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, il y a des twists aussi comme ça, un Non, mais peu ça me de fait jeu. penser, alors ça va être la comparaison va être maladroite certainement, hein. Et puis en plus, comment dire, une saison ne représente pas une année. Euh, c'est sur une Oui. période, je crois, de 3 ans. Donc voilà, mais ça me fait penser par exemple à Harry Potter, désolé, Bah non, où j'ai pas tu fais de. une année sur l'autre, mais à côté de ça, il y a des nouvelles choses qui arrivent, une nouvelle situation de l'intrigue initiale, mais aussi des intrigues annexes, des moments qui deviennent de plus en plus sombres, des moments qui s'éclaircissent un peu, et voilà. Et on est un peu dans je le fais mieux devant la caméra, mais dans cette vague de choses qui vont se passer, qui vont faire que les protagonistes vivent telle ou telle chose et vont se retrouver dans des situations parfois terribles et puis pouvoir s'en sortir et puis passer sur des choses un peu plus saines, voire sauver carrément une situation ou perdre des gens autour d'eux ou des choses. Tout à fait. Tout à fait. Moi, c'est une comparaison qui me plaît beaucoup parce que des livres justement comme Harry Potter vont développer des personnages, leur humanité, les relations humaines, au-delà même de l'enjeu scénaristique et des péripéties. Il y a cette toile de fond avec Voldemort évidemment, mais il y a Et aussi le développement euh, personnel et de Rogue, individuel. hein. Rogue qu'on Et apprend à la fin que c'était pas un enfoiré. Mais voilà, des secrets comme ça, des découvertes, alors ce sera jamais des retournements complets de situation, mais parce que ce sont des vérités sur le monde qui les entoure. Pour autant, ils ont des choses à découvrir sur eux-mêmes, parce que je voulais pas non plus que ce soit juste de l'exploration de mon monde. Dès le départ, j'avais plein d'idées, mais j'avais pas envie, simplement que de dire: «Alors vous en êtes là? Maintenant je peux vous révéler quelque chose. Vous en êtes là? Voilà une autre vérité». C'était pas mon but, même si ça me plaît beaucoup et je l'ai parsemé le monde de ça. Je voulais qu'ils s'intéressent aussi à leurs personnages et qu'on soit pas simplement dans un jeu où on a une fiche et que, on alterne entre, «Je fais quoi comme jet?» Et puis, bah, je vais essayer de le poignarder. Où on est à la fois dans le RP et hors RP, et je voulais que leur personnage soit vraiment au centre de leur propre intrigue. Et pour ça, j'ai développé ce que j'ai appelé pardon, des modules de background, qui fait que dès le départ, le meneur, dès la première saison, il dispose de 5 modules qu'il peut répartir comme il veut sur ses personnages et donc sur ses joueurs. Soit en ayant discuté avec eux de ce qu'ils aimaient, comme type de jeu, soit, au feeling, soit en fonction de leurs personnages qui ont été créés. Mais ce sont des choses ce sont des environnements qui sont pas conçus pour un individu, qui sont conçus pour habiller un individu. Ce qui fait que quel que soit l'individu, auquel on l'attribue, et ben il peut se je pourrais inventer comme ça, parce que je peux pas évidemment révéler, des Oui. modules, mais je pourrais par exemple dire qu'il y a un module qui est censé être un héritage. La personne à qui le meneur attribue ce module v a plein de choses à découvrir, et notamment qu'il est l'héritier d'une grande famille, qu'il a de l'argent qu'il attend quelque part, qu'il a un manoir qu'il attend quelque part, et Rêve étape par étape, il va Batman. d'abord découvrir, voilà, mais pourquoi pas, il va découvrir que ses parents sont pas ses vrais parents, qu'il a été adopté, qu'il va retrouver ses parents mais qui ont disparu, et donc il a petit à petit, l'histoire est prévue pour distiller quelques informations sur les modules, de façon à ce que, à la fois, les joueurs, en fait, ne sachent pas s'ils sont en train de faire progresser l'histoire ou si ce morceau d'information, ça les concerne eux individuellement, parce qu'en fait, les 2 sont intimement liés. Pour le meneur, l on a fait en sorte d'habiller, l'aventure par quelques informations qu'il peut distiller, notamment sur des souvenirs qui reviennent, sur des choses comme ça. Et le joueur ne saura jamais vraiment quelle est la nature du module qui lui est attribué, parce que ça va être une aventure qui prend forme autour de lui, au milieu des autres évidemment,
Et un module en plus n'est pas, comme je l'explique, ça peut être, déplacé. Si l'héritier, ça devait être cette personne-là, il est possible que si ce joueur ou cette joueuse quitte la table, le meneur se dise: «Bah, oui, mais du coup, vu les connexions qu'un tel, un autre joueur à la table avait avec lui, peut-être qu'il peut s'intéresser à la disparition du joueur et puis du coup prendre le fil et être contacté par la famille et devenir l'héritier à la place», et cetera. Voilà, c'est des choses qui peuvent, très facilement passer d'un joueur à l'autre. Et donc ça permet vraiment, de développer des choses plus intimes, plus personnelles et à la fois de découvrir qu'on a une place dans ce monde-là, en fait. Alors qu'on n'est pas que des kidam. Alors, j'aimerais qu'on puisse parler aussi de thème mécanique, Ouais, mais avant ça, parce que ça va nourrir aussi le cinéma. Est-ce qu'on peut mourir dans Minecraft? oui, 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 tout à fait, on peut mourir, Ah, moi, je trouve que j'ai c'est même important de pouvoir mourir dans un jeu. oui, oui, tout à fait. Non, non, mais moi aussi. Même si, comme tu le disais avec Harry Potter, on n'imagine pas que Harry Potter ou Hermione, décède au livre 3. Heu Si, vraiment le livre avait voulu imposer ça, on aurait pu effectivement perdre quelqu'un de très, très important, assez rapidement. Bah, là, c'est pareil et je pense qu'un joueur qui perd un personnage, peut éventuellement recréer un autre. Il y a vraiment moyen de recréer un autre personnage et se voir justement attribuer, pourquoi pas, un autre module qui n'avait pas servi jusqu'à présent. Ça, c'est complètement possible. Alors je te cache pas que oui, on peut mourir. Heu, je suis pas un grand fan, moi, de l'idée, quand on a vécu des aventures, avec des personnages qui ont bien grandi, la mort peut être très, très Violente, marquante. ouais. Alors j'ai fait en sorte de retarder au maximum ce moment-là, par diverses petites astuces. Par exemple, le jeu à la création, quand tu rencontres une créature, en fait, le jeu n'est pas, prévu comme un jeu vidéo où tu rencontres des joueurs, des créatures de ton niveau. Je dis jeux vidéo, mais il y a plein de jeux de rôle qui font que les Oui, rencontres l'ennemi évolue se avec font à toi, ton quoi. niveau, quoi. Moi, il y a des fèneries. Les fèneries vont pas quasiment pas évoluer pendant tout le jeu. Ils sont puissants, mais les joueurs, à un moment ou à un autre, vont les rattraper, peut-être même les dépasser en termes de capacité. Ils sont quand même puissants physiquement. Donc de toute façon, voilà, si tu rencontres un fènerie lors de tes premières séances, tu le mets en colère et qu'il te donne un coup de griffe, ah bah, tu peux effectivement avoir des poumons perforés et puis malheureusement, bah, tu t'en sors pas, quoi. Heu, la première saison, c'est une boucle temporelle et cette boucle temporelle donne la capacité très légère et très pratique de remettre le corps à 0, en fait. Donc tu peux mourir dans la boucle temporelle, tant que le temps revient en arrière, tu vas te réveiller là où tu es mort. Ça offre cette possibilité, en tout cas au début, de se renforcer un peu, de prendre l'habitude et pourquoi pas, ça apporte aussi un élément de gameplay, c'est de jouer là-dessus en disant: «Bah, ma seule possibilité pour ce moment, c'est d'être là à tel endroit, bah, je vais y aller et puis tant pis si j'y meurs, j'y serai au moins quand la boucle va se relancer». Oui, parce que c'est une boucle temporelle, mais pas à la façon de Edge of Tomorrow ou, le jour des marmottes, le jour de la marmotte, pardon. Mhm. Les joueurs terminent la boucle quand le monde revient en arrière, ils restent à l'endroit où ils étaient. Tout est réinitialisé autour d'eux. Ils gardent Le temps, mais pas leurs l'espace, vêtements. quoi, pour lui. Pour lui, effectivement, la mémoire reste intacte, le corps, redevient quand même ce qu'il était et tout ce qu'il avait sur lui redevient à peu près ce qu'il était, tout sauf ce qui est protégé par son psy. Donc voilà, il y a de quoi et puis dans la suite, dès la saison 1 et la saison 2, il rentre en possession normalement d'une pierre. C'est une pierre de soin, une pierre de vie. Elle soigne lentement, mais elle soigne donc voilà. Bah, je Donc trouve il y que a des ça petites rajoute choses de comme la ça. pression sur les joueurs, sur l'environnement. Quand on peut mourir, ça permet Ah mais à la fois je suis d'accord. d'obliger à être moins foufou, hein, parce qu'il y en a, comme ils savent qu'ils meurent pas, bon bah, vas-y. Et Ah je suis puis entièrement d'accord. voilà, et puis en même temps, ça crée de la tension, voilà, on approche plus à tâtons, on va enquêter plus discrètement, on voit une des bestioles, comme tu dis, un vénerie, tu lui rentres pas dans le lard direct, hein. Donc Après, en parlant des règles, la pierre dont je parle, c'est une pierre de vitalité, autrement dit, ça redonne de l'énergie vitale, ça ne soigne pas les blessures. Donc c'est important si tu viens de te faire perforer, un membre, bah, d'aller à l'hôpital en fait, hein, sinon, tu perds des points de vie en continu. Donc non, vraiment l'idée quand même de blessure, c'est qu'il faut se faire soigner, qu'il y a rien qui fait que alors sauf si tu as un pouvoir de régénération évidemment, mais voilà, tout le monde n'est pas une cheerleader, pour sauver le monde. et donc le système mécanique, feuille de personnage et tout, ça fonctionne à peu près comment? C'est ultra simple, et à la fois c'est assez conventionnel. Les actions se résolvent avec un jet de dés 20.
où il faut faire moins qu'un seuil de réussite. Il faut faire vraiment moins. Et le seuil de réussite est défini non pas par la difficulté, de l'action, mais par les capacités du personnage. C'est-à-dire une caractéristique et une compétence additionnée, ça fait le seuil de réussite et il faut faire moins. Plus le joueur améliore ses stats, plus le seuil augmente et plus il arrive à faire des choses. Pour autant, le meneur peut quand même, rajouter un bonus de 5 ou enlever un bonus de 5. Enfin voilà, ou mettre un malus de 5, pardon. Mais c'est essentiellement les capacités du joueur qui font que c'est possible ou que c'est pas possible. Voilà, et en gros, réussir de beaucoup ou échouer de beaucoup, ça fait des conséquences de plus en plus fortes, en fait, en positif ou en négatif. Donc il y a pas d'échec critique, mais techniquement, le 20 est la meilleure façon de rater un test, et il y a pas de réussite critique, mais le 1 est la meilleure façon de réussir un test. Pour autant, réussir un test de à 1 alors qu'on devait faire 3, bah, on a réussi de 2, alors que si on a réussi à faire un 7 alors qu'on devait faire, 18, bah, on a réussi de 11. Donc voilà pour les, Donc ça donne une échelle de réussite qui va modifier un peu la partie RP de. On peut le voir comme ça, c'est-à-dire que s'il y a un grand écart avec la difficulté, on a réussi vachement plus honorablement que. exactement, c'est ça. Et je voyais un petit peu dans le descriptif que, contrairement à beaucoup de jeux, on ne touche pas nos XP à la fin, mais tout au long de la partie, et qui est une sorte de monnaie un peu pour activer des nouvelles choses, quoi. Alors, l'XP se dépense de la même façon que dans beaucoup de jeux, c'est-à-dire qu'il y a des points attribués pour des capa pour améliorer tes compétences, des points à dépenser pour les caractéristiques, des points à dépenser aussi pour acquérir un nouveau pouvoir. Donc vraiment les dépenses sont plutôt classiques. Le gain par contre effectivement, moi dans ce qu'on a essayé de refaire et de retoucher avec les 12 singes, je me suis dit que c'était une bonne idée que les points surviennent n'importe quand et qu'ils puissent être dépensés n'importe quand. Hem, Pas forcément pendant un pouvoir, pas Un pendant un combat. combat, mais juste avant, pourquoi pas, après, pourquoi pas, enfin, vraiment. Et l'XP est indiqué et donné, en fait, aux joueurs, donc à toute la table, qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, hein, je trouve que c'est bien d'avoir une égalité, en fonction de ce qu'ils découvrent. C'est souvent des points d'XP de découverte, de rencontres avec des personnages clés, de découverte d'objets, de choses, de lieux, de passages secrets ou quoi que ce soit. Quand ils font des choses qui ne font pas avancer la progression de l'histoire, que ce soit par des actions ou par des découvertes, il n'y a pas d'XP à gagner. Si le meneur veut en distribuer, il peut, mais il n'y en a pas à gagner. Et donc ça donne à la fois une indication de là ce que vous êtes en train de faire, il n'y a pas d'XP à gagner, donc vous n'êtes pas sur la bonne route. Euh, et à la fois, si vous faites quelque chose de diablement bien pensé, le meneur peut vous remettre sur la route sans que vous le sachiez et vous donner de l'XP à la fin. Bref, l'XP arrive au fur et à mesure et tu en fais ce que tu veux quand tu veux. Et ce qui paraît un peu logique on va dire sur le IRL, hein, c'est-à-dire que quand tu découvres quelque chose, quand tu machin, la connaissance, tu l'acquiers à l'instant. Tu l'acquiers pas 3 heures plus tard, après être rentré chez toi. C'est immédiat. Oui, Donc, et à la fois, si tu veux améliorer, ta compétence d'anglais alors que tu es en Espagne, c'est un peu bizarre à l'expliquer. Mais on s'est dit que soit les joueurs allaient respecter un peu de RP et du coup ne développer que ce qu'ils avaient envie de développer, ou au contraire justifier en disant bah, depuis tout à l'heure moi je suis avec un bouquin pour essayer d'apprendre tous les verbes irréguliers, etc., et faire des phrases, et ça commence à rentrer, pourquoi pas. Et puis certains vont pas s'embêter. Ils savent que prochainement ils doivent discuter avec un Anglais. Ils ont des points d'expérience et ils valident à un moment le fait que par le passé, d'une façon ou d'une autre, ils se sont entraînés, et certains le justifieront même pas et en fait ça m'embête même pas. Ce sont des petits 1, des petits 2 de bonus sur des jets constants, hein, définitifs, mais et du coup ça me va que ça soit dépensé au fur et à mesure et que le joueur soit content d'avoir ça maintenant. Pour autant, il y a un choix cornélien à faire parce que soit tu dépenses des points pour les compétences, qui sont pas forcément tout le temps demandées, hein, donc c'est très situationnel, soit pour les caractéristiques, ils sont au nombre de 8 et elles vont forcément intervenir à chaque fois qu'il y a un test, enfin l'une d'entre elles en tout cas, et en plus elles servent à des éléments de jeu comme les indices de corps à corps, le niveau de vitalité pour pas mourir, la santé mentale aussi, parce qu'il y a, enfin, le mental, puisqu'il y a une force mentale qui va être présente par rapport au pouvoir, on pourra en parler. Donc ça sert, mine de rien, toutes les caractéristiques servent à quelque chose, et donc, soit tu dépenses et ça coûte cher pour les caractéristiques, soit tu acquiers un nouveau pouvoir et qui coûte aussi cher, en fait. Donc, est-ce que tu capitalises? Est-ce que tu dépenses tout de suite parce que tu en as besoin? Voilà, ce petit choix-là qui était déjà pas un peu partout, mais en fin de séance, voire en fin de scénario, là, c'est n'importe quoi.
OK. Non, mais moi je trouve ça intéressant, c'est une autre façon de jouer, et tout et qui est plus commune parce que pour l'instant, je crois, je l'ai pas vue, tout simplement. Donc c'est super, bah, on se rapproche en fait de vraiment du vécu, de l'instant, de l'IRL, quoi. Heu, C'est un peu le ressenti que j'ai moi en partie, effectivement. alors bon, on l'a compris, hein, c'est très riche, il y a 6 saisons. Il y a pas mal de scénars qui sont proposés. Je sais pas si on peut en parler ou s'il y a des petits secrets ou des choses comme ça, Je saurais en parler sans révéler les secrets, mais bien sûr. parce que voilà, je voudrais qu'on parle un petit peu de ça, de ce qui est, le scénario, comment peut-être se passe le déroulé d'un scénario dans Maina. Heu, Est-ce que si on les a tous mangés, est-ce qu'il y a de la rejouabilité? Est-ce qu'il y a des méthodologies de création de scénarios si on veut peut-être, explorer autre chose? Et puis, Hem voilà. Alors, sans forcément rentrer dans le détail, dans le détail du contenu en tout cas, moi ce que j'aime bien développer, parce que je pense que ça peut suffisamment teaser, je suis très, très, très contente de cette première saison qui a été écrite il y a longtemps, et qui sert de socle pour lancer les personnages dans l'aventure. C'est une boucle temporelle, comme je disais tout à l'heure, et on a quelque chose qui est centré sur Strasbourg. Le 5 mai 2008, les joueurs sont bloqués, enfin les personnages sont bloqués dans Strasbourg à cette date-là. À n'importe quelle heure de la journée, le temps peut revenir à 9h05 le matin même. Donc les joueurs ont toujours cette pression de à quel moment ça va revenir en arrière. Des fois c'est scripté, c'est-à-dire que c'est indiqué au meneur, des fois je lui dis, laissez du temps, au contraire, laissez-les mariner, ça peut faire du bien aussi, de temps en temps se poser la question, donc créer de l'ambiance. Donc c'est une boucle temporelle, il y a plein de choses à y découvrir, notamment sur les grands noms et grandes factions, les Fenris, Magna, et l'Ordre du Temple. Et ça va leur mettre le pied à l'étrier pour les différentes saisons. Quand on a joué chacune des saisons, qui amène son lot d'informations, son lot d'actions, son lot de découvertes personnelles et globales, toutes ces relations qui se mettent en place avec des PNJ qui vont rester, hein, qui deviennent récurrents, d'autres qui disparaissent, certains peuvent mourir, heu, hem, quand on a fini les 6 saisons, si on va au bout des 6 saisons, on peut continuer à jouer puisque je te le dis, mais j'ai ma table historique a complètement continué à jouer. On pourrait même dire qu'on est, dans une série, alors je suis même pas sûr que je note encore les nombres, mais, on pourrait dire qu'ils sont dans la campagne numéro 9. Voilà, pour autant, c'est une aventure que j'ai vraiment écrite pour eux, pour leurs personnages, que j'ai vraiment composée autour de leurs personnages comme pourrait le faire un meneur en disant: «OK, on a découvert beaucoup de choses sur le monde, maintenant les personnages ont envie d'aller plus loin sur eux en tant qu'individus. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au monde dans la situation où ils se trouvent et comment le monde peut réagir à leur présence?» Donc vraiment c'est un truc qui peut pas être, je peux pas adapter ça à n'importe qui, mais c'est vrai qu'on peut donc rejouer encore après et même on peut rejouer avant. C'est-à-dire que, il est totalement possible de créer des scénarios qui vont s'intercaler parce qu'entre chacune des saisons, il y a une ellipse temporelle. Elle est pas définie en termes de longueur, mais, parce que je sais jamais quand si le meneur, va faire une saison pardon qui dure, 2 semaines ou qui dure 3 mois. Je sais pas comment il va s'étaler dans le temps. Donc moi par contre, j'ai des rendez-vous, on va dire chronologiques à telle date, c'est le début de la saison 2, la saison 3, la saison 4, il y a des dates comme ça. 2008, 2009, 2010, 2011, et ce sont des rendez-vous que le meneur a et qu'il ne faut pas qu'il dépasse évidemment, et encore je pense que s'il le dépasse, ça ne va pas changer grand-chose. Parce qu'il n'y a pas d'événement en fait dans le monde qui est important et qui a une date précise. Et ben, dans ces ellipses temporelles, le meneur peut très bien, concevoir un scénario qui va faire jouer à ses personnages, pour, développer un aspect d'un personnage, pourquoi pas, une sorte de quête personnelle auquel les autres se mêlent. Pourquoi pas avec un seul personnage, pourquoi pas carrément, sa propre mini campagne, en interne. C'est totalement jouable. Alors, je donne une indication en termes d'XP, où est-ce qu'ils doivent en être, et donc si j'imagine par exemple, une table n'a pas tout fait dans une saison et qu'ils auront en manque d'une vingtaine de points d'expérience par exemple, il peut se dire: «Bah, pourquoi pas écrire un petit truc qui va leur faire vivre une aventure qui leur donnera ces 20 points?» Et c'est totalement faisable. Et moi-même d'ailleurs, j'ai une quinzaine de scénarios que je fais jouer là pendant cet été là, comme je voulais absolument, faire découvrir Magna au plus grand nombre. J'ai beaucoup fait jouer, j'ai une cinquantaine de parties là en 3 mois, heu et ce sont des scénarios que j'ai refait plein, plein de fois, une quinzaine. Alors en fait, j'en ai fait jouer que 8
sur la quinzaine parce que certains sont un peu trop longs. Mais ces 8 scénarios sont tous à peu près construits pareil. Je prends un mystère du monde. Là, par exemple, l'un des scénarios, je vais pas tout révéler, mais c'est un scénario qui s'inspire du crash de Roswell. OK. Le crash de Dans le Roswell, on 68, connaît machin. tous, voilà, c'est ça, la découverte et cetera. Je Ce qui pars est du ce qui fait montre qu'on que n'est pas obligé de jouer dans les années 2000 justement. alors là, l'aventure se passe dans les années 2000, Ah, parce qu'en fait, les joueurs vont, avoir un accident au sortir de Roswell, être, témoins d'une apparition un peu mystérieuse d'un Fenry. Donc les joueurs découvrent ce que c'est qu'un Fenry ou connaissent au contraire. Le bus se renverse, ils reçoivent du sang de cette créature qui est blessée. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais les pouvoirs chez les humains viennent, les du Fenris? sang de Fenry. Ouais, c'est D'accord. les Fenry Donc il qui, y a par eu leur un sang, incident à chaque transmettent ça. fois qui a fait qu'ils ont eu des pouvoirs. OK. C'est ça. Et là, dans cet accident, bah, finalement, eux, ils vont bien, ils repartent et pendant 1 an, ils entendent des voix qui les appellent, une voix notamment qui les appelle et qui vont leur donner envie de revenir, pour voir qu'est-ce qui se passe à Roswell. Est-ce que c'est lié à Roswell? Et du moment où ils arrivent à Roswell, c'est le début du scénario, ils entendent plus cette voix. Donc ils se disent qu'il y a effectivement, ils ont eu une bonne idée. Pour autant, ils ont eu la même idée tous ensemble. C'est un peu mystérieux, mais ça, c'est le côté métalecture du du jeu. Ça et ils vont découvrir sur place qu'il y a il y a un liquide noir, qui est présent, pas en grande quantité, qui a l'air d'être intelligent, qui a l'air d'être affamé et qui a l'air de manipuler des personnes, heu et ils vont essayer d'enquêter sur ce truc-là. Est-ce que c'est connecté à Roswell, le crash de Roswell? Dans le scénario, il est prévu une petite voie où on va chercher, une information et avoir une vérité. J'ai quasiment aucune table qui a été jusque-là parce qu'ils s'intéressent vraiment, aux événements et donc il y a tout un mystère à développer sur c'est quoi qu'est-ce qui se passe dans cette ville? C'est quoi ce liquide? Et ils vont aller jusqu'à, trouver la source, comprendre, ce qui leur a donné du pouvoir, ce qui les appelle, le danger que ça représente, l'affronter. Donc voilà, je suis parti d'un élément de notre monde. Je sais comment il est connecté à mon univers parce que je l'explique, il y a quelque part un point où c'est expliqué que ça touche au secret de Roswell. Mais pour autant, ça ne change pas tout ce qu'on connaît sur Roswell parce qu'à Roswell, je suis parti du fait qu'on a les faits, on a trouvé des débris. Ils ont été attribués à un vaisseau ou éventuellement à un ballon, sonde ou quoi que ce soit. On a trouvé des débris. Ces débris ont été réquisitionnés. On ne sait pas où ils sont passés. L'armée a tué le secret pendant un certain temps, puis finalement a laissé échapper, une version officielle. Heu, Tout ça, c'est un peu étrange, un peu mystérieux, mais je me base sur ces faits en me disant: «Qu'est-ce qui se cache derrière?» Et bah, je conseille moi, à n'importe quel meneur, mais de faire ça à sa sauce s'il a envie, mais mon conseil de création, c'est ça. Allez chercher quelque chose de mystérieux, l'existence d'une arme comme par exemple le trident, de Shiva. Est-ce que le trident de Shiva pourrait pas avoir existé? Est-ce qu'il pourrait pas être quelque part caché sur terre? Et de créer une histoire qui va être plein d'ensemble de péripéties qui amènent et qui tournent autour de ce secret-là, pour essayer de le développer, pourquoi pas de découvrir la vérité, en mêlant pourquoi pas des Fenrir, en mêlant pourquoi pas des saints, et d'autres entités, du jeu. Ouais, je pense qu'il y a le meneur qui aura acheté, 2 livres, 3 livres, 4 livres, voire les 5, aura toutes les clés pour se dire: «Ah oui, oui, effectivement, il y a largement de la manœuvre, de la place pour créer autour, dedans, avant, après, hem, en marge de l'aventure, en parallèle». Mais là, bon, tu parlais des Fenris, des machins, il y a les rebelles, il y a tout ça. Ça fait quand même pas mal de divisions. Est-ce qu'il y a un système un peu social, diplomatie, un peu comme Dune ou Vampire la Mascarade, des choses comme ça qui sont introduits là-dedans ou pas du tout, hein? Du tout. D'accord. Le système de jeu et tout ce qui va être, qui concerne le système de jeu, je te l'ai expliqué, c'est, le système d'action, de résolution d'action et la façon dont les pouvoirs se créent. Il y a quelques tests, même en combat. En combat, l'assaillant lance le dé. La différence entre la valeur d'attaque et la valeur de défense, c'est le seuil de réussite. Il faut faire moins. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est, que j'ai voulu le plus simple possible pour pas que ça prenne le pas sur la narration, mais que ça ait quand même une importance, notamment dans la dépense de l'XP qu'on aura gagné. Mais si je fais le tour de toutes les règles que j'ai, même si, le livre des règles, il va être comme ça parce qu'il faut parler de tous les cas particuliers ou la gestion des blessures, la gestion du mental,
Les pouvoirs se déclenchent avec un test de psy. Les pouvoirs s'arrêtent avec un test pour savoir si on subit des dégâts, parce que les pouvoirs fatiguent le corps. On n'est pas du tout apte en tant qu'humain à normalement avoir des pouvoirs. Donc voilà, le pouvoir est une contrainte et un outil. Et c'est surtout pas un super pouvoir, hein. Je le dis, je le répète à chaque fois que je commence une partie avec quelqu'un. Pense ton pouvoir comme quelque chose que tu vas pouvoir utiliser facilement. Pas pour devenir le super-héros que tu connais, que tu as envie de devenir, quoi. Et quand tu es capable de lire dans les pensées ou de traverser un mur, tu sauveras pas le monde avec ce pouvoir, en fait. Ouais, non, je comprends. On va parler quand même du financement participatif parce qu'on est un peu aussi là pour ça. Oui, oui, Donc déjà, ça fait pas longtemps que c'est ouvert. Déjà 11 731 euros, 147% de l'objectif. Donc dans un premier temps, bravo parce que bah, tu as atteint les objectifs. Donc on sait que merci. les livres, on les verra, que ce soit chez les Oui, souscripteurs, contributeurs en tout cas, et en public. ça Euh, c'est chouette, ouais. C'est ça c'est vraiment plutôt l'aboutissement de quelque chose, j'avoue. C'est plutôt cool. Il reste 12 jours pour participer au financement si le projet vous séduit en tous les cas. Et on va un peu décrypter bah, les propositions. Donc, Mhm. il y a la proposition donc, destinée qui est avec le livre 1. Est-ce que le livre 1, ça veut dire saison 1? Le livre 1, ça veut dire qu'on a tous les secrets de la première saison, les règles, la liste des petites Utile. trentaines de voies de pouvoir à développer, qui peuvent amener déjà assez loin en termes de développement personnel. Et on a tout le descriptif, le cadre de la mise en place de la première saison, ainsi qu'une première grosse partie de la première saison qui ne mène pas à une conclusion, il faut le savoir, mais qui permet vraiment de voir comment ça se joue et de jouer quasiment une vingtaine d'heures euh, pour de la découverte. C'est pratique pour de la découverte en fait. Donc, le livre 1, voilà, on a toutes les bases, les règles, Oui, les choses comme ça, quoi. Comment faire une mini campagne en place pour commencer et découvrir Magda. c'est ça. Et peut-être même avoir de la matière pour faire des scénarios annexes personnels. Je pense qu'il y a ce qu'il faut. Il n'y a pas tous les grands secrets, mais il y a tellement de choses déjà sur les factions de base qu'on saura comment gérer Magna, comment gérer les Fenris, comment gérer quelques groupes comme ça. D'accord, bon, 35 euros, c'est un livre, tu me disais, c'est des livres de 192 pages, c'est ça? C'est ça. Que sur un format. Si je dis pas 16-23 chez 12 singes, c'est un peu comme Trinité. D'ailleurs, je crois que c'est la même édition que Trinité, c'est 16-23, voilà, c'est un peu plus long que du A5, Ouais, mais c'est pas du A4. c'est ça. Émergence, donc là, il y a le livre 2. Donc là, on a la saison 1 complète, j'imagine. Là, voilà, on a en deux bouquins de 192 pages, on a toute la première saison. La première saison étant quand même découpée en deux grands arcs qui sont Un jour sans fin et Un jour enfin. Un jour sans fin qui est la boucle temporelle et Un jour enfin qui est la suite de la boucle temporelle avec une boucle un peu différente et pas à la même date. D'accord. Ça a son importance, pas à la même date? Oui, parce que ça va potentiellement donner la capacité aux personnages de faire en sorte que la première saison ne se passe pas. Ah, bah oui, la fameuse boucle, et que ça se renvoie, bah oui. S'ils arrivent à agir dans Un jour enfin, ils permettront que les choses n'arrivent pas, qu'elles n'empirent pas telles qu'elles empirent quand on vit la boucle temporelle. On voit à quel point ça se termine de façon dramatique. Donc en arrêtant la boucle, bah, ils peuvent faire en sorte que tout ne se passe pas. Mais pour arrêter la boucle, ça se fait pas après la boucle, ça se fait avant la boucle. Ah, bien sûr, le livre 2, il n'y a pas les règles, ça c'est que le livre 1. Et là, il y Ouais, a ouais, vraiment le développement j'allais dire la magie, mais non, c'est pas magie, des pouvoirs, développement de l'histoire, développement des intrigues. c'est ça. Et donc, 384 pages quand même, en vrai, ça fait, si tu mets tout ensemble, ça fait déjà un beau livre. Tout à fait. Et là, je te cache pas que ça fait une centaine d'heures de jeu, hein. Je l'ai fait jouer plusieurs fois et je tourne tout le temps à peu près autour de 100 heures. Alors, moi, j'aime bien rajouter des choses et je les compte pas dans ce temps de jeu, mais je compte à peu près 100 heures de jeu pour juste ces deux bouquins. Alors déjà, on est qu'à deux bouquins, on n'a pas les 5, on a déjà 100 Non, heures. les autres sont plus petites, hein, les autres sont plus courtes. Ça, c'est quoi? C'est l'offre 3, mais ça, c'est en only PDF, mais en gros, Il y a tout, il y a tout. voilà, alors sinon, si c'est pas en PDF, c'est dans 4 livres, 140 euros.
pour avoir le premier arc narratif, c'est-à-dire la première saison, et les 3 saisons qui composent l'arc narratif qui tourne plus autour du diable, du paradis, de la créature des ténèbres, de l'ange des ténèbres, pardon, je dois l'appeler comme ça, qui est donc le grand thème, mais encore une fois, 3 saisons, la saison 2, la saison 3, la saison 4, contenues dans 2 livres. On est quoi, à 300 heures, 400 heures? Alors non, parce que je crois que c'est 120-130 heures, le deuxième livre, enfin, le livre, pardon, les 3 saisons entières. En vrai, on est déjà sur au moins une année de partie, là. Raisonner une partie par semaine. Oui. On a un total de 250 à 300 heures si vraiment, on va dans le fil de la campagne, parce qu'il y a des meneurs qui vont aller plus vite, je suis sûr, qui vont faire des coupes, qui auront la possibilité parce que les joueurs iront dans ce sens-là. On peut jouer beaucoup moins, c'est sûr. Il y a des joueurs qui vont enrichir en faisant d'autres On choses autour, s'écarter un petit peu du sentier pour faire des trucs, mais ouais. normalement, en suivant le sentier comme tu dis, on devrait être entre 250 et 300 heures sur la totalité. La totalité, tu veux dire les 4 ou les 5? Jusqu'au livre 5, ouais, ouais, jusque les 6 saisons. Donc, et 5, t'as la saison 5 et 6. Voilà, dans le livre 5, c'est les saisons 5 et 6. Pour 175 € plus l'écran, plus les bonus des... Ah bah oui, les bonus débloqués, forcément. Et on va parler... Et oui, il y a une série aussi, qui est en collector, tout blanc. Ouais, Très joli aussi. Bon, je t'avoue que qui est personnellement, j'ai une préférence pour la pack collector. Au niveau des moi, couves. j'aime beaucoup les 2. Je sais que les 2, c'est un truc, les 2 singes en vue. Il y a des, quitte à avoir, non pas acheté en boutique, mais à avoir participé à un financement, il y a beaucoup d'acheteurs qui préfèrent avoir une version qui ne sera pas disponible d'ailleurs plus tard. Ne sera pas disponible en boutique. Donc voilà, la version optimum, on va dire, avec un design particulier, avec voilà. Et encore une fois, hein, je vais t'embêter, mais quand on voit les couves, alors, de collector, mais plutôt les packs collector, quand on voit comme ça, j'ai quand même pensé à une belle série de romans. J'ai envie de dire tant mieux, je suis Fantasy content. et quoi, fantastique ou fantasy, je sais pas. Mais ouais, ouais, c'est bah, avec les dragons, avec l'horloge, ça me rappelle un peu des couves Eh de ben, romans. ça me va très bien parce que je suis, quand j'ai joué à Trinité, j'ai joué à Trinité pendant 10 ans, hein, donc mon personnage était un écrivain occulte et je me suis fait des livres, avec des mock-ups, donc des couvertures vides, et j'ai fait une image, un titre et cetera. Je me suis fait des livres parce que je trouvais que nos aventures correspondaient vraiment à des contenus de livres, donc je trouve que voilà, faire écho avec, des livres de jeux de rôle qui ressemblent à des romans, moi ça me va très bien. Encore une fois, le travail de l'illustrateur était génial. Je lui avais Benjamin aussi? c'est, alors Benjamin, c'est le rédacteur, c'est, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, pardon, oui. Ouais, pas de souci. Jean-Baptiste, en fait, je lui avais fait quelques petits dessins, quelques croquis en lui disant exactement les thèmes forts, pas les couleurs, mais je lui avais dit le premier il tourne beaucoup autour du temps, du sang, et là je me retrouve avec une gigantesque horloge, des nuages rouges, que je lui avais demandé, avec, ce tori qui est géant, qui domine la scène, et puis un type qui court, en bas à droite, heu, parce que ça va être un des grands secrets de la saison. C'est qui ce type qui court? Plein de secrets. Pour un premier livre, un premier jet comme ça, de ta part, je sais bien que la question va tomber, c'est est-ce que c'est pas trop, en fait, c'est pas trop imposant pour une première? Ou vraiment, c'est compliqué, que ça soit pour toi ou pour n'importe qui, de se dire on peut pas le faire sans avoir les 6 saisons. Enfin, on peut le faire, j'imagine, mais on peut pas. Voilà, c'est un produit qui doit pouvoir se nourrir. C'est quand même impressionnant de Hem, sortir 5 bouquins d'un coup. oui, mais à la fois, c'est ce qu'on s'est dit avec les 12 singes. On n'est pas censé faire une suite, donc plutôt que de tâter le terrain avec un premier livre, enfin avec les 2 premiers bouquins qui auraient pu sortir comme un gros livre et de voir comment ça marche pour sortir éventuellement la suite, ça a été leur pari de dire: «Bah, ça forme un tout». Dès la première saison, le meneur va avoir deux trois encarts ici ou là qui disent: «Ces choses-là ne peuvent pas être expliquées parce qu'elles sont en connexion avec la saison 6». Heu
et que donc lui, il va voir s'il a envie, le mystère, mais de toute façon, ces joueurs ne peuvent pas s'intéresser à ce truc-là. Mais pour le meneur, on lui dit qu'il y a des choses à qui sont placées et qui vont servir plus tard. Donc je pense que dès le départ à la lecture, les 12 singes se sont aperçus que ça formait vraiment globalement un tout, qu'une toile de fond était tissée et que il y avait un risque de vendre que le premier et qu'ensuite, en refaisant éventuellement une nouvelle vente, bah, les gens commencent par la saison 2 et ils perdent plein de choses en fait. Oui, Et après, il leur manque énormément il de leur choses. faudra quand même les règles. Les règles, il leur faudra de toute façon beaucoup de secrets de la première saison, donc la partie monde de la première Ouais. saison, ça faisait d'un volume qui se retrouvait. Bah, si on remet les règles, on remet le monde de la première saison, bah, en fait, on refait quasiment le premier bouquin en fait. Donc ils se sont dit, et moi j'étais d'accord avec ça, on va voir ce que ça fait quand on va l'écrire, quand on va le corriger. Et quand ils ont vu le volume, ils se sont dit, bah, on essaye, on va voir. Là, je poussais un peu le jeu du collector et du collectionneur. Mais parce que là, dans le retour, j'ai le coffret D&D 5. Et t'aurais pas vu, comme on parlait roman, un coffret en dur avec tous tes bouquins et l'écran dedans, comme ça, tout. Alors, j'avoue que vu la Bah, quantité, parce qu'il y a, bon, il y je a raconte 1040 pas pages, hein. le prix au kilo pour le Mais c'est transport. ça, il y a 1040 pages, c'était pas envisageable d'avoir des couvertures dures. Alors, on y arrivera peut-être parce que je connais pas Ah, les objectifs, on y arrivera peut-être, mais ça sera forcément beaucoup alors, plus pas cher. forcément en couverture dure, mais avoir un coffre, un Mais coffret, un coffret, carrément, oui. avec les livres alignés, tu sais, ou genre ça fait une image, les dos. Et je te cache pas que Eh, je pousse j'aurais super adoré, mais loin ça, là, hein. j'aurais adoré, mais c'est vrai que Ah, mais tu vois ça, ça ça a fait le une contenu, tronche de quoi. roman. et de- Je vais revenir sur Harry Potter, mais quand ils ont sorti le coffret avec tout. Bon, moi je les ai en plusieurs langues, donc je vais pas m'amuser à les racheter le truc, mais non, ils avaient sorti un coffret comme ça en dur avec tous les bouquins alignés qui faisait tout un truc, quoi. Ça faisait une fresque. euh, Bah, écoute, si, Magna rencontre un succès alors, à l'issue de ce financement, en sortie boutique, le super en collecteur juin, de Noël juillet, 2024. si voilà en 2024, le truc se vend à peu près partout, que dans les 2 années à venir, et on se donne un peu de temps, dans les 2 à 3 années à venir, il se fait une petite place, qu'il y a de bons retours, qu'il commence à y avoir, une sorte de ouais, d'engouement. Je peux pas me mettre à la place des 12 singes, mais on va dire, qui sait? Dans ce cas-là, t'as pas même pas besoin d'avoir la couverture en dur, hein, même en souple, ça va bien dans Oui, une belle boîte, hein. oui, tout à fait, je suis d'accord. Mais attends, je connais pas les paliers, hein, ça se trouve, ils ont prévu un palier à Peut-être il y a palier belle boîte. il y a peut-être un palier belle boîte. Au niveau d'ailleurs des paliers, puisque je suis sur la page des paliers là, on regardait donc financement, c'était à partir du 1000, ok, ça c'est check. Ouais. Amélioration graphique, donc ajout d'illustration PNJ, sur 1000 pages, j'imagine qu'il y en avait déjà un paquet. Pas tant que ça justement parce que l'idée c'était que comme c'est 1000 pages et que c'est tout d'un coup, ça fait une certaine somme et que donc on n'avait pas Oui, c'est forcément, vrai. beaucoup d'illustrations. Déjà parce que ça prend de la place, parce qu'ils voulaient moi je trouvais que les personnages étaient importants. Certains, comme par exemple les 5 qu'on voit là sur ton setup, sont des personnages qui sont importants, qui sont pour certains des PNJ qui deviennent récurrents, d'autres qui sont juste des ennemis, d'une saison. Mhm. Et avoir un visage et pas juste une description, ça valait le coup. Mais sauf que, bah, tu bien que sur 6 saisons, moi, des personnages, j'en ai une pelletée. Donc on m'a demandé de faire une présélection, puis une deuxième sélection pour voir un petit peu ce qu'on pourrait rajouter. Donc on en avait une certaine quantité, mais ces améliorations vont me permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus fourni et notamment des scènes. Je sais juste qu'il y a une amélioration encore juste au-dessous, qui sont des scènes et les scènes sont importantes parce que des fois, c'est pas simple d'expliquer simplement par du vocabulaire. Avoir un rendu visuel, ça permet au meneur de se mettre dans l'ambiance et de pouvoir le décrire au mieux. Oui, d'ailleurs, comme tu disais, les élus, et on l'a vu aussi dans la présentation, tu peux jouer un enfant. Alors, j'ai rien contre le fait de jouer à un enfant, mais j'ai Oui, c'était déjà un une joueur question en fait, qui c'était mal sonorisé, mais c'était une question. On peut jouer un enfant? bah, j'ai rien contre le fait qu'on joue un enfant, mais c'est vrai que jouer un enfant dans la psychologie d'un enfant, c'est pas simple parce que dès qu'il y a des trucs qui vont faire un peu peur, normalement l'enfant va pas rester sur place, il va fuir. Ah bah, je sais À pas, en moins de jouer à un illustration, il enfant avait qui l'air aime badass avec toute l'énergie autour de lui, donc. c'est un PNJ, Ah mince! c'est un Oh. PNJ. Mais c'est un PNJ badass.
Oui, Non, mais c'est le seul enfant qui est badass, c'est un PNJ. Ouais, ouais. non, mon grand méchant est badass aussi. Attends, le type qui est sur la photo là que tu as sur ton setup, on voit qu'il y a des nuées autour de lui. Oui, C'est un oui, j'ai type vu. qui peut devenir du sable. C'est un tueur en fait, un tueur professionnel. En fait, tu nous as recréé un univers Marvel, quoi. Sans le côté super pouvoir tout puissant. Ouais, c'est Mais ça. moi j'ai rien contre. Ouais, ouais, j'ai pas de monde parallèle encore. J'ai pas encore été pioché dans le multivers. Donc, Quoique. bah, tu pourrais, hein, parce que là, je pense que tu as fait le temps et l'espace, tu peux en plus faire l'interdimensionnel. Bon, je te cache pas qu'en fait il y a un petit peu de ça. Il y a Prochain, pas vraiment du multivers, mais on va dire qu'il y a une sorte de dimension parallèle. Ouais. prochain palier, on n'est pas si loin que ça sera un énième scénario pour se rajouter quelques heures de jeu, parce que quand on a fait les 400 heures, on n'est plus à ça près. Non, l'idée de Yannick, c'était de proposer un PDF qui pourrait être un scénario de mise en bouche pour ne pas se lancer directement dans la campagne, mais avec les personnages, voir un peu quelle est la mécanique, comment c'est bien Ah, huilé, et de se dire, ok, maintenant qu'on voit comment ça marche, on sait comment on va créer des personnages sur du long terme, etc. oui, les scénarios tuto ou d'initiation qu'on peut par exemple proposer en convention, des trucs comme ça. Exactement, ouais. Une réamélioration graphique avec plus de scènes encore. Alors oui, tout à l'heure c'était des PNJ, maintenant c'est des scènes carrément. Ouais. Je crois que tu en as une, t'en as au moins une qui a été montrée, bah, notamment celle avec le gamin. Ouais, Puis il y en a une sur le livre ouvert que tu as vu au départ, qui est une scène dans une église. je remonte Alors je crois pas. qu'elle est pas dans Ah le, non, non, elle est pas elle dans est dans le, les slides que j'ai mis, ouais. ouais, c'est ça. Qui est un que voilà Ah, et voilà, la voilà. Et qui est une très belle scène avec ses grandes colonnes, avec une belle perspective. tout à fait. Et quelqu'un qui a défoncé la porte. Et ce qu'on ne voit pas parce que ça a été fait exprès de pas trop le voir, mais au sol, il y a un Fenrir mal en point. Ah. Donc là, on rencontre quelqu'un qui a réussi à mettre un Fenrir au sol. C'est pas n'importe qui. Tin, 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 tin. Tintin, tintin. Et c'est pas inscrit, mais de source de mon petit doigt, il y a d'autres contreparties qui pourraient apparaître. De ce que j'en sais, je les connais pas encore une fois, mais de ce que j'en sais, oui, il pourrait y avoir d'autres choses, effectivement. Mais je suis pas dans le secret des dieux, donc préfère pas te. Enfin, des singes plutôt, je suis pas dans le secret des singes. Mais je préfère pas partir en supposition. Mais après, je pense honnêtement, il reste 12 jours, ça a commencé il y a pas longtemps, ça a déjà bien atteinte et pratiquement au troisième palier déjà. Il y a des chances quand même qu'on découvre les prochains paliers secrets et pourquoi pas peut-être. Alors, je ne m'avance pas, je ne suis pas au courant non plus, mais peut-être une couve dure, peut-être des trucs de ouf, peut-être le fameux coffret. Tu me fais rêver. J'adorerais, évidemment que j'adorerais, mais voilà, le financement il est ce qu'il est, on va voir comment il progresse. Tu vas aller voir Seb, tu vas lui faire ça dit un coffret. J'ai eu plein de bonnes idées là, dis donc. Ouais, Non mais je l'ai dimanche, tu vas me faire qu'est-ce que t'as été encadré. non, non, mais c'est vrai que, bah, après, le cadre il est particulier quand même. On est en fin de mois pour cette première semaine. C'est pas forcément le moment le plus facile pour faire des achats. Donc je suis très, très satisfait du lancement qui en 2 jours effectivement, a atteint les 100 parce que c'était vraiment pas le moment, idéal peut-être pour le lancer. Mais, pour autant ils ont été malins, ils l'ont ouvert sur 3 semaines. Donc, même si ça retombe un petit peu, on a encore le temps d'en parler, de faire connaître. Les gens, ont le temps de partager. Donc, ouais, j'espère que ça va encore monter suffisamment pour avoir 2-3 petites surprises agréables. Après, comme tu le dis, voilà, la période, on est juste avant Noël. Alors, bon, après, rien n'empêche de faire un cadeau avec la carte. Tu auras le machin l'année prochaine, hein. Tu sais que Euh, j'ai quelqu'un que j'ai rencontré il y a pas si longtemps que ça en festival, qui voulait absolument l'avoir, ça représente un coût. Elle a dit à sa famille et ses amis: «Bah, cotisez-vous, voilà mon cadeau. Tous ensemble, vous pouvez me payer ça». Écoute, moi je trouve que c'est plutôt sympa et puis bah, ça montre à quel point elle a bien aimé, quoi. Tout à fait. Il y a quoi? Il y a, qu'est-ce que j'allais dire? Alors, je ne pousse absolument pas la consommation et désolé, mais si vous voulez pas l'acheter, ne l'achetez pas. Mais par Bien contre, sûr. c'est une des rares fois, en tout cas, si c'était pas la première, c'est une des rares fois que je vois qu'on peut proposer le paiement plusieurs fois via PayPal, cette fois. Et ça, je trouve ça plutôt cool parce que c'est jamais évident. Moi, parfois, il y en a qui m'ont plu. Honnêtement, il y a des choses qui m'ont plu. Mais, et encore, toi, ça commence avec un ou deux bouquins.
à 70 balles, ça reste correct. Parfois, les starters, ils commencent à 100, 150 balles. Ça commence à piquer un peu. Donc je trouve quand même correct de la part des loups singes d'avoir proposé ce paiement 4 fois parce que bah, ça permet d'amortir assez facilement. Alors voilà, encore une fois, hein, je veux absolument pas pousser à l'achat et j'ai aucune bille chez 12 singes. J'en parle beaucoup, c'est parce que vraiment j'apprécie. Mais vous m'appelez, vous m'envoyez et on en parle. Le mec vendu jusqu'au bout. Achetable, pas vendu. C'est hashtag achetable. Voilà. Non mais je trouvais ça, voilà, je suis descendu, je regardais un petit peu ce qui se faisait et je suis tombé sur le cas. En plus, il est en énorme, hein. Le 4 fois PayPal. J'ai fait ah, parce que moi j'ai un copain il y a pas longtemps, il s'est acheté pareil un coffret, bah, le truc un peu complet. Il y en avait pour 280 boules. Là, il me dit je me suis pris ça. Je fais bah c'est bien, moi je peux pas là. Tout à fait. Je dirais pas le nom, mais moi, je disais tout à l'heure, hein, j'aime beaucoup Cthulhu. Il y a un truc Cthulhu en Asie qui va sortir. Le prix de base, c'est 100 euros. Bon, bah là, on est en fin d'année, comme on le disait. On n'est pas sur le fait de se faire plaisir à soi-même en général. Même si on peut. Non, non, moi non plus, hein, mais je serais très content que ça monte encore, mais pour autant, je vais pas aller, pousser les gens et leur mentir sur la marchandise. Surtout, achetez si vous pouvez acheter, achetez, faites-vous plaisir, si vous pouvez. Évidemment, c'est hyper important de savoir qu'on a acheté un truc en toute connaissance de cause de ses capacités et on a du plaisir à utiliser ensuite, c'est sûr. Après, bon, ouais, il y a un peu moins cher, il y a la version PDF à 105 euros, il y a la PDF complet. C'est plus intéressant au niveau du prix, c'est vrai, sachant qu'avec les versions physiques, on a aussi les PDF. Oui, Donc, et que c'est pas juste du PDF, hein, chez Doussin, c'est toujours du oui, c'est PDF cliquable référence, avec des voilà, c'est liens, ça. Ils sont très propres là-dessus, pour le coup, c'est mmh. un des éditeurs dont je n'ai pas trop à râler. Et Moi, je suis comme, pas très PDF à cause de ça d'habitude, parce que c'est froid, c'est mort, il y a pas de sommaire, il y a pas de truc, tu dois, faire glisser tes 300 pages quand tu as un PDF de 300 pages. Là, c'est vrai que, ouais, ils sont bien. bah, ils sont bien, moi c'est vrai que j'aime bien la version physique, mais quand je prépare pour les streams ou des trucs comme ça, toujours bien d'avoir sur mon deuxième écran mes PDF pour préparer les choses. Les zones cliquables, c'est cool parce que ça me permet d'aller chercher des infos en haut, en bas, où il y a besoin. Donc ça a toujours Ouais, été beaucoup plus rapide de préparer un scénar avec, avec ce genre de PDF-là. tout à fait. Et puis je crois qu'on a fait le tour, hein. On est à une bonne heure, 1 heure et demie, bientôt. Ouais, moi je me suis dit, on est parti. Je me suis dit, oh vas-y, on va faire une petite heure. Je t'ai dit tout à l'heure avant le live, hein, on va faire une petite C'est heure, vrai, hein. c'est vrai. Et là, on est à 1 heure et demie. Bah, comme quoi, plus c'est long, plus c'est bon. Sans faire de jeu de mots pourris, mais. Bah, 6 saisons, hein, il y a de quoi, ça doit être très, 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 très bon. Enfin, moi, tu me mets 6 saisons comme ça, en plus en faisant d'autres jeux, je pense que j'en ai pour 5 ans à faire jouer. Ouais, je fais jouer en moyenne une vingtaine de jeux différents par an déjà de base, hein. Ouais, je comprends, ouais. Après, quand si ça fait peur à un meneur, il faut savoir que moi, ça m'est arrivé à toutes mes tables. Les joueurs ont tourné en fait. Certains ont pu rester une saison, puis leur personnage est parti parce que le joueur est parti et puis un joueuse ou une joueuse ou un joueur est arrivé, et a créé son personnage qui s'est greffé à l'aventure et vraiment comme une saison à la fois moi je le prévois au niveau des PNJ, mais je pense qu'au niveau des PJ c'est la même chose. Il peut y avoir un turnover avec des joueurs qui reviennent, Comme une série après en 2 fait, saisons. hein. T'as des Oui, protagonistes, il y en a qui avancent dans les saisons qui suivent, il y en a qui, bah, ils ont fait moins de public, alors on leur remercie, et puis. voilà. Ça ça arrive un peu moins rarement qu'on vire un joueur, mais oui, oui, non mais non, voilà, il peut y avoir ce turnover-là et donc à part le meneur qui est la personne constante, dans le jeu, c'est vrai que les joueurs, ça peut tourner, ça peut c'est si on n'arrive pas à avoir une table pendant 5 ans, je le comprends largement. Le jeu n'est pas bloqué là-dessus, N'empêche, heureusement. ça peut être drôle au final d'avoir des gens avec des périodes de jeu différentes, donc qui ont vécu l'aventure différemment aussi à travers le temps, qui ont des connaissances peut-être supérieures aux autres, mais qui vont leur ramener, qui vont les nourrir aussi à travers cet univers, et puis et ainsi de suite.
effectivement, ça, c'est un peu. On parlait de limite IRL tout à l'heure, mais c'est un peu ça. C'est une vie courante à travers les ans dans des choses qui arrivent à un groupe et puis bah, il y a des histoires qui, comme on le trouverait dans une série télé. Ouais, tout à fait, mais à toutes mes tables, j'ai eu des gens qui sont arrivés, au bout de quelques années et c'est toujours drôle de les voir pour la première fois rencontrer un Fenrir quand je le décris, que je lui voilà, qu'il est là et qu'il grogne, Bah, c'est et un qui loup-garou. la personne elle est effrayée et les autres lui disent, «Bah, attends 2 secondes, on va lui parler parce qu'en fait non, celui-ci il est gris, donc il c'est un gentil, on a déjà sympathisé avec eux». Quoi? Voilà, et donc effectivement, comme tu disais, il y a une discussion qui se met en place parce que les anciens, apportent des informations aux nouveaux et si quelqu'un revient, parce que ça m'est déjà aussi arrivé, quelqu'un qui revient au bout d'un certain temps, il dit: «Moi, tout ce que je sais la dernière fois, c'était ça, ça. Qu'est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui ont été découvertes depuis?» Et donc il se met à jour, au fur et à mesure. Enfin voilà, donc ça peut vraiment, tourner aussi au niveau des joueurs, il faut pas en avoir peur. Ça, c'est plutôt. As-tu un mot, une information, un truc que j'aurais oublié de demander, de dire, que tu aimerais rajouter à tout ça? Bon, on a déjà dit pas mal de choses, je sais pas, éventuellement, histoire de teaser un petit peu, je pourrais dire que, au cours des saisons, on va, découvrir un monde perdu, qu'on va découvrir probablement le secret qui se cache derrière, la légende de l'Atlantide et de Non. l'empire de Mu. Bah, moi, on m'a déjà dit que c'était à cause des chats. Oui, mais il faut pas croire tout ce que les chats, ils racontent, et tout ce que les humains croient, savoir sur les chats. Ah là là, on a été souvent, en parallèle dans des conventions avec Vincent, Mathieu, Ouais. et c'était drôle de voir des amphis ou des salles entières, faire des miaou, miaou et juste après toi tu arrives et tu dis: «Bah moi j'ai un autre jeu, il y a pas de chat, mais je peux en Il mettre y a si vous voulez». Atlantide. Bah, Donc voilà, l'Atlantide, le Graal, le Arthur et les Excalibur, je vais donc, taper dans dans du les grands mythes, en ouais, dans fait, les hein. grands mythes, hein, forcément, bien sûr. Ouais, parce que Voilà. c'est pas des saints bibliques, mais il y a le Graal, il y a Arthur. Il y a des thèmes qui sont un peu bibliques. Il y a le paradis, il y a potentiellement la personnification du diable ou de la créature du mal. Il y aura une explication aussi quelque part dans les saisons, aux pestes, qui ont frappé, l'Europe à une certaine époque, à toutes les pestes qui ont frappé même le monde d'ailleurs. Voilà, il y a plein de choses à découvrir. Ouais, Et puis des villes aussi, parce que je m'appuie sur des choses qui sont réalistes, donc on peut toujours, se rendre sur place, oui, tu disais voir les lieux. Strasbourg hein, tout à Ouais. l'heure. Ça, c'est la ville, hein, pour Strasbourg, je pense que je sais pas si c'était ton projet avant, mais Doussinge, ils aiment bien leur Strasbourg quand même, hein. Oh, c'est ce que bah, en fait, j'ai découvert quand on était en train de travailler, il y a la ville en jaune qui est sortie Sachant qu'ils et sont je à dis: Lyon, «Attends eux, mais» en plus, je crois. oui, Donc, c'est rien ça, à voir. rien à voir en fait. Donc ouais, non, c'était drôle et là, moi, je leur ai proposé une aventure à Strasbourg, mais après, en fait, au fur et à mesure de la ce que je pourrais rajouter pour finir, c'est que les secrets, vont, de pair avec, les déplacements géographiques, des personnages. Les saisons, au fur et à mesure, vont partir, quitter la France, aller, dans le nord, dans l'Italie, en Espagne, dans le nord de l'Afrique, aux États-Unis, en Finlande, en Océanie, voilà, donc Et donc, tu as il va y exploré avoir des des mythologies aussi internationales, hein, ouais, parce que là, le Graal, c'est très européen, tout ça, mais. dans tout ce que je propose dans la campagne actuellement, je suis pas trop allé chercher chez, on va dire en Asie et je suis pas allé chercher en Afrique du Sud et pour autant après, je te parle de grands continents, mais rien qu'en Amérique, il y a plein de zones géographiques où il y a des choses comme ça très précises. J'ai pas non plus été chercher, expliquer les sorcières, les sorciers, la magie et cetera, et leurs légendes en tout cas. En tout cas pas dans les 6 saisons, Pour mais le par la suite. moment. Voilà, Comme dirait l'autre, comme on parlait de série, to be continued. Et exactement. après, dans le Voilà, septième, ce sera Previously at the in Magnar. Magna. Tu rigoles, mais c'est ce que je fais quasiment à toutes mes débuts de séance, je fais: «Allez, previously in Magna». Ok. Et bah, Tony, je te remercie pour ta participation. Ce fut fort sympathique. Merci de m'avoir invité. Maïna, bah, me plaît beaucoup personnellement.
Voilà, et puis bah, j'espère qu'il vous plaira également, parce que on a essayé de creuser un petit peu à droite à gauche pour vous donner la meilleure image, le meilleur panel sur la représentation de ce jeu. On a passé le financement dans le sens où il sera édité. On est actuellement à 147, si je ne me trompe pas, donc il vous reste 12 jours pour participer. Euh, Certainement 10 dans ce cas-là quand la vidéo sera sur YouTube. Je vous invite à y aller si cela vous intéresse. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao.